Je m'appelle Médéric Salle, ça fait 15 ans que je fais du web. J'ai touché un petit peu à tout dans le web, le back, le front, donc le full stack, mais aussi aux infra. J'ai géré un serveur dédié dans un projet entrepreneurial il y a quelques années. Cette présentation devrait s'appeler Node.js, pourquoi j'aime bien, pourquoi je m'amuse bien avec. Mais ça faisait moins classe. Et je vais vous présenter ça en 3 parties. D'abord, je vais revenir sur quelques préjugés sur le JavaScript. Ensuite, je vais vous présenter le paradigme implémenté par Node.js. Et ensuite, revenir sur les avantages que j'y vois pour les startups et pour les développeurs de la nouvelle génération. Alors, les premiers préjugés, c'est que c'est vieux et moche. Alors, en effet, quand on voit ce genre de code, c'est de la bidouille de DOM pour le front-end. Donc là, il s'agit très proprement d'ajouter un LI dans un UL. Pour ceux qui connaissent l'HTML, c'est pas un problème. Donc en gros, c'est un élément d'une liste. Voilà, c'est dégueulasse. Là, avec un alerte, bien sûr, parce que c'est propre. En Node.js, donc c'est pas vieux, ça a été créé en 2009, ça a 7 ans. C'est l'âge de la maturité, l'âge de raison. C'est pas trop jeune pour ne pas tomber dans les écarts de suivre tout ce qui se passe en Silicon Valley et prendre tout ce qui passe. Et c'est suffisamment vieux pour bénéficier de tous les avantages d'une vraie plateforme de développement. C'est lent. Donc là, on voit le résultat d'un benchmark sur un bubble sort par rapport à PHP et Go. Oui, je sais, c'est méchant, mais c'est comme ça. Alors après, les benchmarks, il faut les prendre, il y a à prendre et à laisser, bien sûr. Sur autre chose, peut-être que PHP aurait atomisé Node, mais là, celui-là m'arrangeait beaucoup. Node a été créé suite à l'apparition du moteur V8 de Google qui a fait rentrer JavaScript clairement dans les performances dignes d'un vrai langage de programmation. Et c'est pour les navigateurs. Alors je reviens sur mes quelques lignes de Node.js de tout à l'heure. Ces lignes de code en 6 lignes, vous créez un petit serveur web qui vous permet d'afficher le world. Alors évidemment, c'est pas ce qu'il y a de plus phénoménal, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Node.js a été créé surtout pour les environnements back-end et a fait passer JavaScript de l'autre côté du miroir. Alors la question à laquelle répond Node.js, c'est la question bloquant ou pas bloquant. Quand on a des processus bloquants, on est plutôt dans la programmation dite, on va dire, traditionnelle. Par défaut, on connaît tous la programmation bloquante, la programmation synchrone. Et le créateur de Node.js, en fait, il a vu les problèmes d'entrée-sortie. Les entrées-sorties, c'est quand vous demandez à un utilisateur de rentrer quelque chose dans une console. C'est la lecture d'une variable qui serait dans un fichier, la lecture d'un fichier, l'appel à une base de données, l'appel d'une API. Si vous géocodez avec l'API de Google, c'est une entrée-sortie. Et donc là, vous voyez qu'en fonction de l'endroit où est la variable, où est la donnée, vous allez avoir des niveaux d'attente qui vont être considérables. Si vous êtes en cache L1 ou L2, bon, évidemment c'est immédiat, c'est fait pour. Si vous êtes en RAM, c'est un peu plus lent, mais c'est encore acceptable. Mais vous voyez bien que quand vous rentrez sur le disque, donc les bases de données ou le réseau, donc aussi les bases de données et aussi les API que vous allez utiliser, vous allez avoir des temps d'attente. Donc là, c'est en nombre de cycles, cycle processeur. Évidemment, c'est une moyenne, c'est pour donner une idée. Mais vous voyez bien qu'on pourrait peut-être mettre à profit ces temps d'attente au lieu de simplement attendre le résultat du géocoding de Google ou autre chose. Alors qu'est-ce qu'on attend pour sauver le monde? Donc j'ai fait un logiciel qui sauve le monde. C'est bien, c'est fait. Ça avait besoin d'être fait. Le problème, c'est qu'il y a une règle physique, c'est qu'avant de sauver le monde, il faut lire un fichier. Et lire un fichier, sur ce code Node.js, j'ai dans le module file system, FS, je vais avoir 2 versions de la fonction readFile, que tout développeur connaît bien. La version synchrone et la version asynchrone, qui est la version par défaut de Node.js. Dans la version synchrone, on va donner le pass vers le fichier, le chemin vers le fichier, et la fonction, une fois qu'elle aura fini de lire ce fichier-là, elle va vous renvoyer le contenu de ce fichier dans une variable. En retour de fonction, et vous pouvez le stocker dans une variable, c'est ce que je fais, et ensuite j'affiche le contenu si j'en ai un, et enfin je peux commencer à sauver le monde. Mais mettons que ce fichier fasse 2 gigas. Ça va me prendre quelques minutes ou quelques secondes en fonction de votre disque, et là on est dans un problème d'entrée-sortie. Là on va rétablir un peu le sens des priorités.
On va dire, je vais lire ce fichier, mais en attendant qu'il soit lu, je vais sauver le monde. Pourquoi? Parce que la fonction asynchrone readFile renvoie immédiatement un résultat vide, ou un buffer, ou autre chose, mais en tout cas, elle ne renvoie pas le contenu. Et surtout, elle n'est pas bloquée ici. C'est-à-dire que ces lignes de code se font les unes après les autres, sauf que là, on n'attend pas le retour de la fonction avant de renvoyer la main au processus. Pardon. Ce qui fait que là, je vais interpréter la ligne 2, la ligne 3 et la ligne 8. Mais ensuite, il faut que je récupère le contenu du fichier. Pour récupérer le contenu du fichier, on passe un nouveau paramètre, qui est le callback, la fonction de retour, donc function, la fonction anonyme qui est au bout, avec deux paramètres, erreur et contenu. L'erreur, s'il y en a une, elle sera là, donc je vais l'envoyer. S'il n'y a pas d'erreur, je renverrai le contenu s'il y en a un, et je vais pouvoir l'afficher. L'intérêt, c'est de pouvoir travailler au lieu d'attendre. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? Donc là, si tu lances ton script, là, dans ton console log, tu as le fichier qui se déroule comme ça. Là, je vais avoir sauvé le monde, et ensuite qui va être quasi immédiat, et je vais avoir le contenu du fichier qui va se faire une fois que le fichier sera lu. Peut-être s'il y a une erreur de fichier. Si on considère qu'il n'y a pas de problème sur la lecture du fichier, on va afficher le fichier. C'est un peu comme si dans cette présentation, je demandais à Pierre-Emmanuel, ici présent, je t'avais dit que je te ferais participer, je te demandais de résoudre une équation mathématique, tout de suite, maintenant. En processus bloquant, je vais attendre qu'il me donne la réponse, et en attendant, j'arrête, je boude. Donc j'attends que tu me donnes le résultat. En processus non bloquant, donc en programmation asynchrone, je vais dire à Pierre-Emmanuel, résous-moi ce problème mathématique, et quand tu as terminé, lève la main. Je vais continuer cette présentation, et puis quand il aura fini de résoudre et qu'il aura une réponse à ce problème, il va lever la main, c'est le callback. Et quand il va donner la réponse, sa réponse, en fait, c'est les paramètres, le contenu. 42. Non, alors là, ça c'est dans les processus internes de Node.js, je ne suis pas systématiquement interrompu dès que tu lèves la main. Il faut aussi que je te donne. Là, c'est le process d'un next tick, donc il faut passer au prochain tick avant que je te donne la réponse. Or, j'avais prévu de continuer avant. Donc tu feras ta vanne beaucoup plus tard. Pas de rebelle chez JavaScript. Alors on voit très vite, si on a deux fichiers à lire, on voit très vite l'intérêt, c'est que dans un processus bloquant, je vais lire le premier fichier, et puis dans la ligne 3 du programme, je vais lire un fichier numéro 2. Donc si le premier fichier prend plus de 5 secondes, le deuxième fichier prend 7 secondes, je vais en avoir pour... Non, j'y arrive pas. C'est une catastrophe. 12 secondes. Merci, c'est génial. Vous vous rendez compte de préparer des présentations. En processus non bloquant, par contre, on va lancer directement la lecture du fichier 1. On va récupérer la main immédiatement. Je vais lancer la lecture du fichier numéro 2. Et pendant que mes disques durs travaillent, moi, je vais continuer à répondre aux appels si je suis un serveur. Je vais continuer à faire mes calculs si je suis un calculateur. Je vais continuer à travailler, tout simplement. Et il y a un moment où je vais être interrompu pour le callback du fichier numéro 1, et je vais pouvoir traiter le fichier. Et je vais un autre moment où je vais être interrompu, et j'aurai mes deux fichiers. C'est vraiment l'intérêt, la base de Node.js, c'est vraiment la programmation asynchrone. J'ai quand même préparé un petit peu de code parce que je vois que ça manque à certains. Voilà. Donc j'ai fait un programme, donc le programme il fait quelque chose, d'où la fonction doSomething. La fonction doSomething prend deux paramètres, un name pour trouver le fichier que je vais devoir lire, et un callback qui va permettre d'envoyer de traiter le retour. La fonction readFile, donc, qui est asynchrone, non bloquante, va lire le fichier, et à la fin, elle va s'amuser avec le contenu qu'elle a trouvé dans ce fichier, et elle va renvoyer le callback, donc la fonction de retour, avec true s'il n'y a pas d'erreur, false s'il y a une erreur. J'ai 4 personnages, Arthur, Bob, Charlie, Denis, et pour chacun de ces personnages, dans la boucle for, je vais envoyer le doSomething avec le prénom, pour qu'il puisse trouver le fichier, et dans la fonction de retour, si j'ai un result true, je vais envoyer succès pour Arthur, pour chacun des personnages, et false, je vais envoyer échec pour ce personnage. À votre avis, quel sera l'affichage de ce logiciel? Ça dépend de tes fichiers. Tout se passe bien, il n'y a pas de problème de lecture des fichiers.
Donc ça dépend quand même de la taille des Ça fichiers. dépend de tes fichiers, la taille de tes Si fichiers. Arthur il fait 4 gigas et que Bob fait 3 gigas et que Charlie fait 3 Tera et que Denis fait 3 Je gigas. n'ai pas demandé une simulation temporelle, On n'en sait rien. Non, mais en fait, quel on n'en sait sera en bout de ligne l'affichage? rien. Bah, on n'en sait rien. Ça dépend effectivement dans quel ordre. Vous êtes taquin. On aura toujours succès pour Denis. C'est pas un problème de temps en fait, ça peut prendre un quart d'heure, 20 minutes, mais en effet il y a un peu de ça. On aura toujours succès pour Denis, parce que là on a des habitudes de programmation synchrone. Donc on croit, comme ça, quand on lit ce code, on croit que ça va être exécuté dans cet environnement-là. Or, ça aura évolué d'ici là. On va simuler. Do something de Arthur, i égale 0. Do something de Arthur, et do something n'est pas bloquant. Pourquoi? Parce que do something, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie read file, qui lui redonne la main immédiatement, return nul. Do something donc me renvoie sa réponse immédiatement, i égale 1, do something de Bob, i égale 2, do something Charlie, puis Denis. Là, on va lire un fichier, ça peut faire 1 kilo, ça peut faire 3 gigas, et là, en effet, vous avez raison, on va avoir plusieurs problèmes, c'est que au moment où on aura fini de lire les fichiers et où on va lancer les callbacks, i sera égal à 3. Donc on va faire un ARR de i, succès pour ARR de 3, ça fait succès pour Denis. Non, je l'ai lancé, ça marche, c'est comme ça. Ne cherche pas, Mathieu. On est bon? Donc deux problèmes, deux dangers. C'est pas très intuitif pour un développeur qui a l'habitude de la programmation synchrone, comme tout le monde, puisque on apprend toujours du synchrone au début, parce que c'est ce qui est le plus intuitif, ce qui est normal. De l'autre côté, l'ordre peut être menacé. Si le fichier d'Arthur est plus gros que le fichier de Bob, il est tout à fait possible qu'on affiche succès pour Bob, mettons que ça fonctionne correctement, on pourrait afficher succès pour Bob avant succès pour Arthur. Donc on va avoir un problème d'ordre. Or, si dans mon logiciel, pour différentes raisons, j'ai besoin de garder l'ordre, là je ne sais pas comment faire. Heureusement, on a des modules qui nous permettent de gérer les choses. Donc on peut gérer cette problématique-là, on peut la gérer de différentes manières, mais il y a un module extrêmement précieux qui s'appelle A5, qui permet de nous donner un certain nombre de matériels, de fonctions, de helpers, si vous voulez, qui va nous aider à gérer ce genre de problématique. Alors là, je vais remplacer mon for, donc il n'y a quasiment aucune différence. C'est juste que je remplace mon for par un for each series, qui va faire un for each en série. C'est pas trop mal. Je vais donner mon tableau. Je vais définir un callback pour gérer l'élément courant et une fonction permettant de passer à l'élément suivant. J'ai un troisième paramètre, je vais y venir plus tard. Là, je ne change quasiment rien dans mon callback, sauf que je fais do something et j'attends le résultat succès ou échec pour l'élément courant pour ensuite lancer le prochain élément. Passer au prochain élément. Donc là, on va bien avoir succès pour Arthur, Bob, Charlie et Denis, parce que je vais lire Arthur, je vais afficher succès pour Arthur, et là je vais traiter le deuxième élément du tableau. Donc là je vais afficher succès pour Bob, Charlie, Denis, et quand Denis va passer au prochain élément, sachant qu'il n'y a plus d'éléments dans la liste, on va passer au dernier callback, qui est la fonction terminale, on va dire, qui permet de dire que tout va bien, que tout est terminé, ou alors de passer à la suite du calcul si on a des process à faire. Mais du coup, tu refais du synchrone? C'est pas du synchrone, c'est de l'asynchrone, parce que là, le processus système, hein, là, je parle en Linux, en OS, on a un seul processus en Node.js, et le processus, lui, n'est pas bloqué. C'est-à-dire que si tu mets un listen, une socket qui écoute, donc typiquement un serveur de quoi que ce soit, et une socket qui va écouter, cette socket, elle va pouvoir écouter. Rien n'est bloqué. D'accord? Pendant qu'on a les lectures de contenu et tout ça, rien n'est bloqué dans le processus en lui-même. Donc ça reste de l'asynchrone, mais c'est de la série. Donc c'est de l'exécution en série. Il ne faut pas confondre la programmation asynchrone avec la programmation parallèle, où on a plusieurs éléments qui vont agir en même temps et qui peuvent se synchroniser. Là, on est dans la programmation concurrente. Mais la programmation synchrone, le seul intérêt de la programmation synchrone, c'est de faire des processus qui ne sont pas bloquants.
c'est une remarque intéressante par rapport à la création d'un serveur web en Node.js, et c'est ce qui explique qu'on n'a qu'un seul processus, mais qu'on est capable de traiter des centaines de requêtes en même temps. Parce que pendant qu'une requête travaille et fait une requête dans la base de données, j'ai écouté, j'ai reçu une autre requête, je fais une autre requête dans la base de données, et ainsi de suite. Donc en fait, Node.js va gérer une file d'attente de callback au lieu de créer un nouveau thread comme ferait Apache avec PHP. On va créer un nouveau thread, on va balancer tout ça dans la RAM, et hop, 150 mecs de plus, et puis vas-y quoi, amuse-toi. Et tout ça c'est bloquant. Donc en fait on crée beaucoup d'espace en RAM avec PHP Apache, on prend beaucoup d'espace en RAM pour en fait attendre. Voilà là, en fait la création de Node.js. Alors qui dit plateforme de développement, parce que Node.js n'est pas un framework ou un outil comme les autres, c'est une plateforme de développement. Il propose son package manager, donc intelligemment appelé Node Package Manager. Il permet de gérer des modules. Vous pouvez créer votre package facilement avec un simple fichier package.json qui contient un objet JSON définissant votre module à vous, votre package à vous. Vous pouvez très facilement ajouter des dépendances dans votre module, et avec une simple commande npm install, il va se charger tout seul de télécharger les modules en cascade avec les dépendances en cascade. En fonction de l'environnement, il peut aussi télécharger certains modules uniquement si vous êtes en développement, ce qui fait que si vous avez des tâches d'automatisation, de modification de CSS par exemple, vous pouvez le faire dans des modules de dev, sans avoir à les déployer en prod. Alors, vous avez aussi une bibliothèque absolument énorme en Node.js, je crois que c'est la plus grosse du marché aujourd'hui par rapport à Ruby, par rapport à Python. Et vous allez avoir des modules de tout niveau dans tous les domaines, la bioinformatique, l'intelligence artificielle, le web de base, n'importe quoi. Et ça va du module de bas niveau comme Cors qui fait 4 lignes et qui vous permet d'accepter les requêtes cross-domain sur votre serveur web, à des modules un petit peu plus violents sur l'intelligence artificielle notamment, comme Natural qui vous permet de profiter d'une liste de fonctions assez haut niveau pour le traitement du langage naturel, et Synaptic qui vous permet tout simplement de créer un réseau de neurones artificiels pour faire du machine learning. Voilà. Donc, JavaScript n'a vraiment plus à rougir de quoi que ce soit dans le domaine. Le slide, bouge pas. Passe pas le slide tout de suite, je le prends en photo. Tu vois, ça c'est un process bloquant. Voilà. Pas forcément. Est-ce que je peux répondre à ta question? Là, sur la slide, J'écoute c'est un toujours. process bloquant. C'est bon? Ouais, merci. Alors Node dans les infras, moi je suis assez fan de ce type d'infra aujourd'hui, c'est très moderne, ça se voit partout, donc c'est pas très original, mais l'idée de cette introduction c'est plutôt de vous montrer pourquoi j'aime bien. On a en front-end des frameworks type AngularJS qui vont s'occuper de tout ce qui est calcul de présentation des données, présentation des pages. Est-ce que je dois mettre le login, est-ce que je dois mettre un avatar, est-ce que je dois mettre n'importe quoi. Donc tout ça c'est géré par AngularJS. Nginx qui va, alors je sais que c'est pas comme ça qu'on dit normalement, mais Nginx va pouvoir servir les fichiers statiques avec une facilité concertante, hein, c'est son métier, ce qui fait le mieux. Nginx a aussi un module de load balancing, donc il va pouvoir équilibrer la charge et répartir la charge entre plusieurs instances de Node qui lui va faire uniquement son métier, c'est-à-dire requêter des données, les mettre en forme, vérifier la sécurité, vérifier tout ce que vous voulez. Donc faire son métier de contrôleur, on va dire. Je note que on ne peut mettre, la scalabilité horizontale n'est accessible uniquement que si votre contrôleur est stateless, c'est-à-dire qu'il n'a pas de connaissance d'un environnement ou d'un contexte particulier. Donc il doit recréer le contexte à chaque requête, et dans ce cas-là, il est très facile de lancer 5, 6, 500, 5000 Node.js, les uns à côté des autres. Ensuite, vous avez des bases de données répliquées, histoire de ne pas créer une bottleneck au niveau des appels de bases de données, puisque si tout est rapide, mais que les données elles sont lentes, ça n'a aucun intérêt. Donc là, moi ce que j'aime là-dedans, c'est qu'ici on ne fait pas de gaspillage de CPU. On utilise la CPU de votre visiteur de votre site internet. Donc c'est lui qui va calculer avec son CPU qui sert à rien, parce que clairement une CPU pour faire du web ça sert à rien. Là il va s'occuper de la présentation. Nginx
va s'occuper des fichiers statiques et du load balancing. Node.js va faire son métier de contrôleur. Et ici, une base de données répliquée qui va cracher. Deuxième avantage, ici on a du JS. Ici, on a Nginx. Pour la petite information du jour, c'est qu'Nginx, justement, il crache vite parce qu'il se base sur le principe de programmation asynchrone. Node.js, JavaScript. Et ici, pourvu que vous ayez un Mongo, vous avez du JavaScript Object Notation. Donc vous avez du JavaScript un petit peu partout. L'intérêt, c'est quoi? C'est simplement d'avoir quelque chose de très homogène où il est très facile de switcher entre le back et le front et de ne pas avoir des dommages cérébraux à chaque fois que vous passez entre le back et le front parce que c'est pas les mêmes habitudes. Là, faut pas mettre de point-virgule, là, faut faire des tabulations. Ça commence à bien faire. Alors, les avantages pour une startup, selon moi. Donc là, à partir de là, ça n'engage que moi. On était sur du supertanker, j'ai fait beaucoup de PHP, installer un Apache, ça veut dire installer énormément de dépendances logicielles. Donc si vous êtes sur Ubuntu ou Debian, bon, ça se fait très vite. Mais plus vous avez de dépendances pour installer un logiciel, plus vous avez de problèmes de maintenance. Parce que quand vous avez une dépendance qui a la mauvaise idée d'être mal maintenue par quelqu'un, vous avez de gros problèmes de passage de version. Et plus vous avez de dépendances, plus vous avez de bugs. Un peu comme dans un logiciel, plus vous avez de code source, plus vous avez de bugs. C'est normal, ça va avec. Donc plus on est léger, plus on va pouvoir cracher facilement. Je préfère mettre 4000 Zodiac. Je t'ai vu. Je préfère mettre 4000 Zodiac à l'eau, c'est plus facile que de mettre un seul de supertanker à la flotte. En termes de memory footprint aussi, ça a un gros avantage au niveau des infras sur un déploiement, sur un serveur dédié ou sur des serveurs virtuels type cloud. C'est que quand vous déployez Apache, vous déployez un système multithreadé, puisque lui il est en programmation bloquante. Donc il est obligé de se multithreader pour pouvoir répondre à de multiples sollicitations. Et à chaque fois que vous ouvrez un thread, vous allez prendre de la place dans la RAM. Ce qui fait que vous devez être très bon pour configurer correctement un Apache en fonction de la RAM dont dispose votre serveur dédié au cloud. Donc il est très peu adaptatif. Enfin, il est très adaptatif, mais il faut énormément de connaissances et d'expertise sur la configuration Apache. Côté Node.js, le système lui-même prend très peu de place en mémoire. Il a une footprint extrêmement faible. Et ensuite, ça va dépendre de vos modules. C'est à vous de ne pas travailler avec des modules trop gros ou alors de travailler sur l'optimisation. Et du coup, étant donné qu'il n'y a de toute façon qu'un seul processus, vous n'irez jamais plus loin que la taille maximum du processus. Un autre avantage, c'est d'éviter la tour de Babel. Quand vous commencez à avoir des systèmes un peu complexes, vous vous retrouvez avec une cinquantaine de langages, avec une centaine d'outils, et là, vous avez intérêt à être de bonne humeur, parce que si vous passez d'un système en Python et de l'autre côté un système en JavaScript, un système type Apache et un PHP, il faut avoir l'esprit bien fait pour ne pas oublier les différences inhérentes au langage de programmation. L'autre avantage, c'est l'homogénéité technologique, la facilité de recrutement, parce que si vous avez 50 langages, vous mettez ça sur votre fiche de poste. Donc vous cherchez un admin 6 qui va connaître tout ça. Si vous enlevez un langage, entre 50 et 49, il y a un gap assez impressionnant. Imaginez que vous ayez 49 langages sur une infrastructure, passer à 50, c'est beaucoup plus lourd que l'inverse. Les avantages pour une startup encore, la technologie à la mode, forcément ça attire les talents. Quand on est jeune et talentueux, on préfère travailler sur des technos modernes plutôt que de travailler en COBOL. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes ici qui ont envie de faire du COBOL. Pourtant, ça a très bien fait son métier et ça a fait avancer les choses. Donc, je ne suis même pas sûr que certains, parce qu'il y a pas mal de jeunes là ce soir, il y en a certains qui ne connaissent même pas le COBOL, j'imagine. Les technologies ont leur moment et il est bon de passer à des technologies qui sont du moment. L'idée, c'est d'attirer les talents. Mais aussi de profiter d'une communauté beaucoup plus active. Il est tout à fait normal que sur des systèmes modernes, vous ayez déjà des milliers de développeurs dans le monde qui ont déjà résolu le problème sur lequel vous êtes en train de vous tirer les cheveux en ce moment. Pour l'entreprise, vous avez un vivier de recrutement plus actif. Donc là, je parle de manière globale, je ne parle pas forcément à Caen même.
mais vous profitez d'un vivier qui va bouger beaucoup plus et qui va rechercher plutôt du bon projet plutôt que des bonnes compétences. La learning curve, la courbe d'apprentissage est assez rapide, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Quand vous passez le cap entre programmation synchrone et asynchrone, vous avez des surprises. Rappelez-vous du succès pour Denis. Donc quand vous développez comme ça et que vous avez cette surprise, vous comprenez très vite que ça vient d'un problème de paradigme de programmation asynchrone, et du coup vous apprenez à ne plus tomber dans le panneau. Dernière chose, l'homogénéité, c'est aussi une façon de gérer une équipe de manière différente. Si vous avez quelqu'un qui est un spécialiste du PHP, vous allez avoir du mal à le mettre en front. Quelqu'un qui est spécialiste du JavaScript et que vous êtes en PHP, vous allez avoir du mal à le mettre en back. Alors que là, si on a une homogénéité entre le back et le front, vous allez pouvoir vraiment avoir des équipes réellement full stack avec un seul langage, et vous allez pouvoir mettre chaque personne à l'endroit où il s'amuse le plus. S'il préfère le back au front, vous allez pouvoir lui permettre de passer au back, et s'il change d'avis dans 3 semaines, il pourra passer au front. Évidemment, c'est pas exactement comme ça que ça se passe dans la vie, mais c'est bien de pouvoir le faire. Je vous remercie de votre attention. Pierre-Emmanuel, quel est le résultat? 42. Absolument pas.